Moi, je suis donc Christophe Ferrari. Je dirige un cabinet que j'ai créé il y a 7 ans qui s'appelle Customer Focus et dont l'objectif est d'aider ses clients à mettre leurs propres clients au cœur de l'entreprise. La particularité en fait de cette activité, c'est que c'est une activité au sein de laquelle tous les consultants ont un passé, ont un vécu en entreprise, aux manettes de sujets de satisfaction client, d'expérience client, collaborateur, et ensuite donc se sont transformés en mode, on va dire, un peu plus consultant. Donc ça permet d'avoir je dirais, un langage un peu commun et puis d'être, je l'espère, assez pragmatique. Voilà. Donc, on intervient aujourd'hui sur tout type d'entreprise, quel que soit le secteur. Et aujourd'hui, donc, ce qu'on a prévu de faire avec vous, donc, comme le disait Marie-Louise, c'est de faire les choses en 3 temps ou en 3 mi-temps. Euh, euh, donc, à l'issue de la présentation de lui-même qu'Alain va faire dans un instant, je vous restituerai donc des éléments de synthèse, en fait, un benchmarking qu'on a fait auprès donc, de 14 entreprises, hein, très exactement. Et ensuite, on verra une illustration un petit peu plus concrète dans le domaine de la transformation client sur laquelle Alain a travaillé avant de se retrouver pour les questions-réponses. Voilà. Voilà pour ma part. Alain, je te laisse le soin de te présenter. Très bien. Donc, bonjour, Alain Schmitt. Je suis directeur excellence client et amélioration continue d'une business unit, d'une filiale d'Engie qui s'occupe d'énergie, de solutions de fourniture d'énergie, de services sur le marché du B2B en France. Et j'ai piloté un projet de transformation avec le comité de direction qui a démarré en 2016 jusqu'en 2019, je dirais, la projet de transformation lui-même. Et c'est cette expérience que je suis ravi de partager avec vous aujourd'hui, les côtés positifs et les difficultés qu'on a pu rencontrer et les bonnes pratiques éventuellement qu'on peut partager ensemble. Juste un petit digression pour dire qu'en tant qu'excellence client et amélioration continue, mon rôle, c'est essentiellement de faire le lien entre les attentes clients, puisque finalement, tout part, on va dire, satisfaction client des besoins, mais aussi de l'excellence opérationnelle, parce que de manière générale, mais peut-être encore plus en B2B, je pense que le premier levier pour améliorer la satisfaction client, c'est la productivité. Et troisièmement, parce qu'il faut faire le lien entre attente client, excellence opérationnelle et valeur client, au sens où, pour finalement satisfaire les clients et de façon rentable, il faut être à la fois attentif à comment je génère de la valeur vers le client, hein, parce que le client va l'avoir pour son argent, mais également comment je génère de la valeur en interne aussi. Et donc, la notion de valeur client a vraiment ces deux aspects qu'il faut, à mon avis, avoir en permanence. C'est à la fois comment, effectivement, j'arrive à élever un petit peu la manière dont je satisfais les attentes des clients, mais également comment j'arrive à le faire en créant plus de valeur en interne pour justement avoir les moyens de cette politique. Et je vous propose de repasser la main à Christophe donc pour la première partie. Très bien. Ben, merci beaucoup, Alain. Donc, je pense que… Alors, je vais me mettre en format comme ça. Hop. Voilà. Alors, ces zones pratiques transformation client, donc, comme vous l'avez vu dans le kit intitulé pour vous proposer de vous inscrire, l'idée, c'est de dire toutes les entreprises ne sont pas des customer natives. Et donc, il y a un certain nombre de pratiques à mettre en œuvre et on doit faire ça dans son quotidien. Ce n'est pas toujours très facile, mais il y a sûrement des bonnes pratiques à aller chercher auprès de différentes entreprises pour le faire. Donc, ce qu'on a, nous, décidé de faire, c'est un benchmarking conduit autour donc, de 14 entreprises dont vous avez sous les yeux la liste, en fait. Alors, vous voyez qu'on couvre 4 secteurs. Donc, je rappelle qu'on est dans le B2B. Ça, c'est important parce qu'on a un petit peu coutume de dire que dans le B2B, l'expérience client a encore un peu de marge de progrès en termes de maturité. Donc, il y a encore des choses à faire. Donc, 4 secteurs, l'assurance, la tech, l'industrie de service. Alors, je pense qu'en ces entreprises que vous connaissez à peu près, l'assurance, on a du courtage en assurance avec le groupe NR et puis une compagnie d'assurance classique avec Malakoff Médéric.
La tech, il y a eu quelque chose d'assez original dans ce benchmarking, puisqu'on a intégré dans le benchmark l'entreprise Salesforce, que beaucoup d'entre vous connaissent plutôt comme utilisateurs, comme clients en termes de services. Et là, en fait, les gens de Salesforce, en particulier leur directeur marketing Europe, a décidé de nous ouvrir ses portes et de nous expliquer comment lui-même s'occupait de ses propres clients, et pas uniquement avec la solution Salesforce, mais aussi comment en interne il s'organisait pour le faire. Orange et Xerox vous sont familiers. Chez Orange, on est sur la partie Orange Pro PME. Masergy, je pense que vous connaissez un petit peu moins, une société américaine basée en Europe aussi, qui est spécialisée dans tout ce qui est solutions et technologies de réseau et cloud, avec une technologie extrêmement pointue et très innovante. On les a intégrés dans le bench parce qu'un jour, on a entendu qu'ils avaient un NPS supérieur à 70. Donc, on s'est dit, ça vaut le coup de les interviewer. L'industrie, troisième Target. Bon, troisième, on connaît bien sûr. On connaît beaucoup sous l'angle grand public, hein, avec les marques Post-it et Scotch. Mais sachez que troisième, c'est une entreprise présente sur de très, très nombreux secteurs, dans tout ce qui est, bien entendu, les produits de type abrasif. Target, entreprise très connue également dans le domaine des revêtements de sol pour les entreprises, pour les gares, pour les hôpitaux, etc., etc. Et puis, vous voyez tout un ensemble d'entreprises dans le domaine des services, avec Edenred, donc autrement connu avec les tickets restaurants, par exemple. Deux entités d'Engie, dont celle d'Alain, et vous en parlera dans un instant. Elis, que vous connaissez certainement avec ces fameuses camionnettes blanches qui vont chercher les serviettes, les draps dans les restaurants, dans les hôtels, dans les hôpitaux, et qui les emmènent dans un endroit pour les rendre propres le lendemain matin, donc la blanchisserie industrielle. Et puis bien sûr, FedEx, La Poste, inutile de vous les présenter, sachant que La Poste, on est là sur la partie solution business, donc plutôt entreprise. Voilà. Ce qu'on a retenu, nous, ici, avant d'aller plus loin, c'est que effectivement, on a très vite identifié que dans ces 14 entreprises, il y en avait deux qu'on a qualifiées de Customer Natives, Masergy et Salesforce, comme par hasard d'entreprises tech, et puis 12 qui étaient des entreprises en transformation. Et ce qu'on vous propose là maintenant, voilà, donc ça c'est le moment de la restitution avec... D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais les représentants à chaque fois qui ont été interviewés sont tous des responsabilités en termes d'expérience client, satisfaction client, marketing, commercial, bref, service client, bien entendu. Voilà. Alors, ce qu'on vous propose là, c'est d'abord de vous restituer peut-être quelques idées qu'on a retenues, nous, sur les Customer Natives. Qu'est-ce qui les caractérise ? Et peut-être on verra ensuite derrière ce qu'on peut peut-être en retirer par rapport à des contextes d'entreprise en transformation, mais bon, il y a des choses qui ne vont pas vous surprendre, bien sûr. Une stratégie de différenciation dès l'origine sur le client, ça c'est un grand classique. Le client est au cœur dès le départ. Si je prends Masergy, la promesse, enfin la stratégie qui est mise en œuvre chez Masergy, c'est une stratégie orientée sur une promesse client et un produit et des bénéfices plus flexibles, plus rapides, plus appropriés. C'est dit d'entrée et ça se traduit derrière dans l'autonomie laissée au client pour faire, par exemple, le paramétrage de ces services, comme service de bande passante, par exemple. Donc, nativement, on a construit le modèle sur le client et sur le bénéfice client. Le deuxième point qui ne vous étonnera pas non plus, c'est un leadership fort. On pense bien sûr souvent à Amazon et Jeff Bezos. Il y en a d'autres. Hein. Il n'y a pas qu'Amazon. En tout cas, chez Salesforce, et on pense bien entendu à Marc Benioff qui entretient complètement cette vision autour du client. Troisième point, lui, il est quand même assez important, c'est qu'en fait, dans ces entreprises Customer Natives, vous avez deux choses qui fonctionnent en parallèle. La première, ce sont des valeurs très fortes. Et la deuxième, c'est en contrepartie une exigence très forte. Alors, les valeurs, elles sont intéressantes. C'est des valeurs qui permettent finalement de travailler de manière un petit peu plus sereine. C'est par exemple la confiance ou la transparence. Donc concrètement, si on prend Salesforce, les objectifs de tout un chacun, y compris au niveau le plus élevé dans l'entreprise, sont accessibles en ligne aux collaborateurs. Donc ça, c'est la notion de transparence. La confiance, on la donne aussi pour que chacun puisse fonctionner un petit peu à sa main dans la relation avec le client. Donc, il y a une espèce de sérénité et de liberté, mais en contrepartie, il faut des résultats. Donc, ça, c'est un modèle qu'on retrouve souvent dans ces entreprises-là.
Quatrième point, client, collaborateur, considérés comme les deux faces d'une même pièce. Alors là, c'est des sujets, bien entendu, qui sont très développés, j'imagine, dans pas mal de vos entreprises. Ce qu'on a retenu, nous, par exemple, chez Salesforce, c'est intéressant, c'est on nous a dit, voilà, d'un côté, on veut maximiser, minimiser l'effort client, et pour y arriver, il faut également minimiser l'effort collaborateur. C'est-à-dire qu'en gros, Salesforce, par exemple, ne travaille pas forcément en termes de mesure de la satisfaction client-collaborateur en termes de parallèle, on va dire, même si les informations sont disponibles, mais va axer essentiellement son fonctionnement et son pilotage sur la lecture en parallèle de deux indicateurs qui sont un, l'effort collaborateur et deux, l'effort client, qui est là un petit peu la conséquence. Le cinquième point est important aussi, c'est une culture de collaboration entre différentes fonctions métiers. En gros, c'est la transversalité. Ça, c'est extrêmement important, mais c'est le point que j'évoquais il y a un instant, c'est-à-dire que vous allez avoir le directeur marketing qui a des objectifs aussi sur le commerce, mais aussi sur la satisfaction client. Vous allez avoir des acteurs dans des secteurs, des fonctions complètement différentes qui, eux aussi, ont des objectifs partagés sur le client. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on se retrouve un peu plus en situation de travailler dans le même sens. Et le même sens, c'est le sens du client ou le sens client pour faire un petit parallèle. Et puis les deux derniers points, je ne vais pas m'éterniser dessus. On est chez des acteurs tech, donc on parle beaucoup de données de data. Et puis, bien entendu, ce qui est intéressant, et je terminerai par cela, c'est la partie Customer Success Management et valeurs clients qu'évoquait à l'instant Alain. Mais le Customer Success, vous le savez certainement, sort un petit peu du domaine de la tech, là où il est né il y a pas mal d'années, pour finalement commencer à aller dans des endroits un petit peu plus classiques, puisque le sujet est davantage orienté sur comment mon client utilise au mieux mes produits et mes services, et moins sur le produit ou le service en lui-même. Voilà. Alors, quelques mots pour vous dire maintenant, auprès des 12 entreprises plutôt dans le domaine de la transformation, on a essayé de comprendre un petit peu ce qui avait déclenché la transformation. Donc, on parle de transformations qui ont démarré pour les premières, sur les 12 entreprises, à peu près en 2014-2015. Et puis, les suivantes ont démarré vers 2017 et sont encore en train de se prolonger. D'abord, c'est un facteur externe extrêmement important. Ce qu'on a entendu de ces différentes entreprises, c'est un point de convergence très fort, c'est la concurrence, elle a complètement changé. La concurrence, elle a changé et elle vient, vous le savez, d'acteurs qui sont plus nombreux, plus forts, qui sont customer natives, comme on l'a vu juste avant, et digital natives aussi, et qui sont souvent d'origine nouvelle, en particulier les GAFA. Je pense à FedEx, qui s'est rendu compte rapidement que il avait en face de lui de nouveaux acteurs GAFA et surtout qui étaient très avancés sur l'expérience client. Cette nouvelle intensité concurrentielle, ça a provoqué, ça a naturellement augmenté les exigences des clients sur les délais, sur l'excellence et ce qui est intéressant aussi sur la relation client. Ça aussi, c'est extrêmement important, c'est-à-dire que l'exigence, elle s'est aussi déportée sur le besoin, je vous rappelle qu'on est en B2B, le besoin effectivement de conserver une relation un peu humaine dans ce flot d'arrivée un petit peu digital. Et la conséquence, bien entendu, c'est des clients qui se perdent, du churn. Et ce qui est un petit peu dommage, c'est dans certains cas de figure, peut-être souvent sur des clients récemment acquis. Par rapport à ça, quelle situation en interne a été trouvée, a été rencontrée par rapport à cette évolution de l'externe? Vous avez ici, de manière soulignée, un peu les mots-clés que vous avez sur l'écran, mais en gros, ce qui était assez commun, c'est complexité. Donc, en gros, la complexité de l'organisation, ça c'est un point important. Deuxième point, c'est une organisation plus orientée produit, des choses que vous pouvez peut-être entendre ou avez entendu dans votre quotidien. Et puis, comme on l'a dit, a fortiori, si on parle de produit, on est un peu plus éloigné de la notion de différenciation d'offres différenciées par l'expérience client, qui, comme vous l'avez vu, est une nouvelle exigence effectivement des clients. Sur les clients en eux-mêmes, rapidement, les entreprises se sont rendues compte que leur connaissance client n'était pas aussi aboutie que ça, donc était relativement partielle. Et puis, dans le cas du churn, je pense au cas de l'assurance, par exemple, où tout d'un coup, au moment clé de l'année, qui est le moment de la résiliation, on s'est rendu compte qu'on avait peut-être oublié de dialoguer et de parler avec le client entre le dernier moment où il a confirmé et le moment où il risque de résilier. Donc, une relation client discontinue.
Par rapport à ça, les actions qui ont été mises en place, elles sont assez logiques. Par rapport à la complexité, c'est bien entendu simplifier, 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 partout où on peut simplifier. Et le parallèle, c'est par rapport à la démultiplication des différents outils, qu'ils soient tech ou autres, ou des process, c'est standardisé. Donc ça, c'est les deux sujets clés qui vont de pair avec, comme le disait Alain il y a un instant, une volonté de travailler sur les fondamentaux, améliorer l'excellence opérationnelle, les systèmes informatiques, la qualité des produits qui est délivrés, etc., etc. Et le point qui est intéressant, c'est que souvent dans leur transformation, le point d'entrée de ces entreprises a été de partir sur des parcours clients, la définition de parcours client. Et c'est de cette manière-là qu'on a pu embarquer un certain nombre de collaborateurs, qu'on a fait rentrer le client dans l'entreprise progressivement et que de fil en aiguille, on a rebondi sur tous les process et les outils qui se greffent sur le parcours client pour améliorer l'excellence opérationnelle. Le deuxième point, c'est par rapport aux exigences clients, effectivement, c'est le démarrage d'outils un petit peu plus industrialisés de Customer Feedback Management pour renforcer la connaissance client et l'avoir de manière beaucoup plus fréquente, et surtout l'opérationnaliser. C'est-à-dire passer d'une situation où globalement on était un peu voilà, plus dans l'étude et l'analyse des chiffres à une situation où on va jusqu'au bout et chacun des opérationnels qui est en face de lui un client est en situation d'avoir du verbatim, d'avoir du NPS, d'avoir de la satisfaction client, de savoir comment progresser. Voilà. Et puis pour finir, effectivement, et c'est le cas de l'assurance dont je parlais tout à l'heure, on s'est rendu compte qu'il fallait absolument augmenter les interactions clients et pas laisser le client sans nouvelles pendant un certain temps. Vous avez ici rapidement un exemple au sein de ces différentes entreprises d'un programme assez intéressant. C'est FedEx qui s'est lancé dans un programme de transformation, je crois, à partir de 2017 en Europe, assez complet et structuré, et qui est allé chercher quelques idées finalement de ce qu'on a vu dans le Customer Native, ou qui les avait déjà par elles-mêmes, le socle de culture et l'engagement fort du CEO. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que FedEx a décidé de mettre en place une allocation très importante de moyens, des moyens humains, des moyens technologiques. Sur la tech, c'est par exemple un dispositif de feedback client extrêmement complet et très bien opérationnalisé avec Medallia, je crois. Et surtout, d'aller très vite en logique d'amélioration continue pour essayer finalement d'avoir cette fameuse closed loop dont pas mal de gens parlent, en miroir d'un pilotage avec des indicateurs opérationnels. Voilà, donc FedEx, une situation intéressante en termes de programme de transformation. Alors, je vais terminer par quelques exemples de bonnes pratiques qu'on a sorties de ce benchmarking, sachant qu'on les a classées en 5 catégories, hein, confiance client, engagement collaborateur, data et connaissance client, résolution de problèmes, gouvernance et pilotage. Alors, je ne vais pas toutes les parcourir dans le détail, mais je vais essayer de vous donner quelques exemples concrets que nous, on a particulièrement aimés. Et si vous souhaitez, bien entendu, aller un petit peu plus loin, à la fois sur le benchmarking, mais aussi sur chacune de ces pratiques, n'hésitez pas à revenir vers nous. On sera un plaisir de prolonger la conversation et l'échange avec vous. Alors, la confiance client, bien entendu, la première chose, c'est faire entrer davantage le client dans l'entreprise. Il y a beaucoup de moyens pour cela. Nous, on a relevé quelques petites idées intéressantes, comme par exemple chez Salesforce, les comptes clés, donc les comptes les plus importants, clients, sont sponsorisés par des membres du COMEX. Donc, chaque membre du COMEX, qu'il soit en lien ou non avec le client, ça peut être le directeur financier, il a la responsabilité, effectivement, d'être le sponsor d'un compte. Donc ça permet d'embarquer à ce niveau-là, en tout cas. Chez Masergy, on a vu quelque chose d'intéressant. On a vu que sur tous les contrats qui étaient signés avec les clients, il y avait le numéro de l'un des membres du comité exécutif, le numéro de téléphone, le 06, qui était sur chacun des contrats. Donc forcément, derrière, quand vous travaillez sur le sujet, vous avez envie d'aller relativement loin là-dessus pour solutionner les problèmes des clients, pour éviter que ça remonte directement sur le 06 effectivement d'un membre du comité exécutif. Si je prends le deuxième co-créé avec ses clients, on a bien aimé chez Orange, Orange Pro PME, le centre de test client en mode canapé. Je pense que quand on a dit ça, on a tout dit. C'est-à-dire qu'on reçoit les clients dans un contexte différent.
appuyés par des experts quali qui vont échanger avec le client dans un contexte beaucoup plus agréable, qui sont des initiatives d'ailleurs qui ont été développées aux États-Unis. Je pense en particulier, je crois, à la banque Capital One, je crois, qui a mené ça aux États-Unis. Communiquer sur ses succès clients, un très beau programme Trailblazer de Salesforce, là aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail. Je passe plutôt à l'engagement collaborateur. Sur le cas de propager la culture client, nous, on a bien aimé la battle bienveillante. Alors, qu'est-ce que c'est la battle bienveillante? La battle bienveillante, vous savez, lorsque vous avez un sujet un peu compliqué en termes de remontée client, c'est parfois un peu la patate chaude. Et puis surtout, on peut être plusieurs services dans l'entreprise à devoir travailler sur le sujet. Là, dans ce cas-là, c'est Eden Red. Ils se sont dit, le sujet est trop important pour qu'on se conserve la patate chaude. Et on va organiser, donc c'est public en interne, bien entendu, d'entreprise, des battles entre 2 ou 3 directions qui sont concernées par le sujet, la direction commerciale, le service client. Et puis chacun y va, et puis chacun s'exprime et dit vraiment les choses. Mais l'objectif à la fin, c'est d'identifier une solution et de terminer avec quelque chose qui soit un plan d'action concret. Donc ça, on a beaucoup aimé ça. Dans le 5, sensibiliser les nouveaux entrants à l'expérience client. Ce qu'on a beaucoup aimé aussi, c'est l'onboarding vu du client. Alors, l'onboarding vu du client, qu'est-ce que c'est? C'est, vous savez, quand vous rentrez, vous êtes nouvel entrant dans une entreprise, fraîchement recruté, on va vous faire découvrir l'entreprise et on vous donne un rendez-vous avec tel service, puis après tel service, puis après ci, puis ça, etc., etc. Ce que Malakoff Médéric a mis en place, c'est un onboarding vu du client au sens en fonction du parcours du client. Donc, par exemple, on commence avec les concepteurs du produit, comment ils ont conçu le produit pour le client, ensuite la vente, etc., etc. Et donc, il y a un cheminement complètement logique et c'est quelque chose d'assez original. Sur le 7, par exemple, travailler la reconnaissance, les points importants qui sont sortis, c'est de travailler simultanément à la fois la récompense financière, mais aussi la notion de reconnaissance et reconnaissance positive. Donc ça, c'est un point extrêmement important aussi, mis en place par plusieurs des entreprises qui sont d'ailleurs au passage pas forcément des customers natives, qui peuvent être des entreprises en transformation. Sur la partie data et connaissances, on peut retenir le 8. Alors évidemment, considérer la data comme un actif clé, ça paraît assez évident, mais entre l'intention et la pratique, on n'y arrive pas forcément. Ce qu'on a retenu, nous, c'est par exemple Masergy, mais c'est le cas de Salesforce aussi, nous ont dit, nous, on n'est pas dans la problématique, on ramasse toutes les données qui existent, on est plus dans le focus sur les bonnes données. Donc, c'est un peu de la segmentation quelque part sur les données, mais on préfère travailler sur des données extrêmement précises, quitte à avoir une complétude la plus forte sur le sujet, et que ce soit des données qui soient véritablement opérationnelles derrière, à la fois pour le client et pour nous. Donc, ne pas chercher à tout faire. Sur le 10, optimiser son dispositif client. Ce qu'on a retenu, rappelez-vous, on est dans le B2B, donc la mesure de la satisfaction, elle n'est pas forcément aisée. Ce n'est pas comme dans du B2C avec des panels de consommateurs. C'est un petit peu plus compliqué. En revanche, il est vraiment indispensable de recueillir le feedback de l'ensemble des interlocuteurs chez le client qui vont utiliser votre produit ou votre service. Donc, au départ, vous vendez un produit, vous vendez des photocopieurs Xerox, par exemple. Vous savez qu'il y a un point de satisfaction à mesurer dans la manière dont la vente s'est faite. Et ensuite, vous avez des utilisateurs. Donc, les utilisateurs, c'est tout un chacun dans l'entreprise. Et vous avez aussi des gens qui vont recevoir la facture d'entreprise. Donc, le service facturation, il peut être plus ou moins satisfait de la qualité de la facture envoyée par le fournisseur. Donc, ça, c'est véritablement quelque chose qui a été remonté, feedback des différents interlocuteurs et pas uniquement de un ou deux. Et ça nécessite en plus un engagement de relation très forte avec le client pour obtenir les informations permettant d'envoyer des questionnaires. Je termine avec le 12 ici. Rapprocher systématiquement les indicateurs clients du business. Alors, je vais prendre un exemple. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que publier une information de satisfaction de manière isolée, ce n'est pas forcément la meilleure chose.
En revanche, publier simultanément un indicateur de satisfaction avec un indicateur business, ça c'est mieux parce que ça donne de la valeur à l'indicateur de satisfaction et ça permet de faire le lien entre les deux. Donc l'exemple, c'est par exemple Salesforce qui nous dit la satisfaction client en tant que telle, moi, je ne sais pas ce que c'est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Salesforce va suivre 3 indicateurs de manière simultanée et ces indicateurs sont l'adoption, la satisfaction et l'attrition. Il ne va pas les suivre de manière indépendante. Voilà. La résolution de problèmes, on a été très sensible à ce que nous a dit Masergi sur la notion de proactivité et en particulier sur le fait que chez Masergi, 95% des tickets sont ouverts par l'interne, par ce qu'ils appellent des CX managers et 5% par les clients. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça oblige le responsable de compte, le CX manager, à être très, très proche de son client pour voir son taux d'adoption, son taux d'utilisation et être en situation de pouvoir anticiper les problèmes de ses clients, ouvrir un ticket en interne et peut-être que le client ne sera même pas au courant en fait, du sujet. Sachez que ça donne même lieu à un challenge en interne pour le meilleur claimer, entre guillemets, qui a ouvert les tickets les plus importants. Le compte rouge, le 14, mobilisation, ce sont des choses qu'on commence à voir un petit peu dans pas mal d'endroits. La plateforme de Customer Feedback Management, je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est un vrai sujet. Il y a une manière assez particulière de le faire en plus dans l'univers du B2B. Et je terminerai peut-être par cet dernier exemple dans l'univers de la gouvernance et du pilotage. Confier la responsabilité de l'expérience client à un membre différent du COMEX chaque année. Je crois que c'est Xerox qui nous a dit, nous, cette année, c'est le CFO qui est en charge de l'expérience client. Et c'est intéressant puisque ça embarque finalement là aussi des fonctions et des responsabilités qui sont peut-être pas forcément directement liées au client de manière immédiate. En synthèse, ce qu'on a retenu, nous, en mots-clés, on va dire, c'est simplifier. Ça, vous m'avez entendu sur le sujet tout à l'heure. Simplifier, simplifier, simplifier. Le deuxième point, on a aussi parlé de délai, de vitesse, de réactivité, mais sachez que dans tous les exemples qu'on a vus concrètement, la vitesse et la réactivité sont immédiatement perceptibles par le client. Donc, en termes de transformation, il faut vraiment choisir ces sujets sur lesquels il y a une perception d'amélioration par le client et c'est souvent sur la vitesse et la réactivité. Le troisième point, on en a parlé, la transversalité, ça rend vraiment beaucoup plus fort, hein, ce mode collaboratif. Le quatrième, c'est pas mal d'aborder le sujet en termes de réduction d'efforts clients et surtout de réduction d'efforts collaborateurs. Les collaborateurs, ils ont envie de bien faire, mais il faut aussi les mettre dans des bonnes conditions. Il faut qu'ils aient les bons outils, il faut qu'ils aient des objectifs qui soient clairs, il faut que les process soient clairs, il faut qu'ils aient de l'autonomie, etc., etc., etc. Donc, il faut vraiment que l'effort du collaborateur soit le plus faible possible dans son quotidien. Satisfaire le client final, est-ce que c'est l'ultime finalité? Je n'en ai pas forcément parlé. C'était l'une des idées qu'on a également évoquées. C'est le cas d'Edenred qui vend ses services aux entreprises, mais avec des utilisateurs qui sont les collaborateurs des entreprises, hein, comme les tickets restaurants par exemple. Là aussi, la mesure de la satisfaction de l'utilisateur final, c'est peut-être une clé extrêmement importante quand on veut progresser sur sa satisfaction dans le domaine B2B. Et enfin, je terminerai par ça, un peu pour paraphraser Woody Allen qui disait « l'éternité, c'est long, surtout vers la fin ». Bon, on s'est rendu compte que la transformation, c'est un peu un cycle permanent. Et donc, la transformation, c'est long, surtout vers la fin. Et je pense qu'Alain va vous en dire un mot également. Pour ma part, si vous souhaitez en savoir plus sur ce benchmarking, aller un petit peu plus loin, n'hésitez pas à me contacter. Vous aurez l'ensemble des slides de cette présentation, c.ferrari@customerfocus.fr. Voilà. Alain, je te laisse prendre le relais. Je vais arrêter le partage. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, je vais poursuivre. Je voudrais juste revenir sur un petit point en introduction. Quand on se transforme, ça fait mal. C'est-à-dire que c'est compliqué de
changer le regard qu'on porte sur ses offres, sur ses clients, sur la manière de faire business, mais aussi sur la manière dont soi-même, finalement, on travaille. Et en plus, quand il y a une transformation, ça veut dire que il y a souvent des réductions d'emplois, il y a des choses difficiles. Sur le plan humain, c'est compliqué. Donc là, je vais évidemment vous raconter le projet avec quelques difficultés, les bonnes pratiques, les points positifs. Mais je crois qu'il faut avoir en tête que voilà, c'est difficile de perdre de l'argent et d'être trouvé dans des situations où à un moment donné, ben, effectivement, il faut se transformer. Mais la phase de transformation, elle est aussi difficile et il faut en avoir conscience. Et comme c'est difficile, eh ben, on a tendance à se replier sur soi-même. Et c'est un petit peu la raison d'être qui fait que j'interviens aujourd'hui avec Christophe et qu'on a créé le club Time to Share Customer Experience. C'est que quand on est finalement en pleine tempête, qu'il faut aller sur le pont, eh ben c'est le moment de regarder plus loin que ses collègues, ses concurrents, son marché. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a fait, que j'ai initié finalement ce benchmark en demandant à Christophe de m'aider à le réaliser, et que derrière, on a créé ce club. C'était parce qu'on avait besoin justement, et moi j'avais besoin de me benchmarker de manière un peu précise de l'intérieur avec des entreprises d'autres secteurs, de secteurs totalement différents, pour comprendre un peu quels pouvaient être les bons niveaux d'ambition, quelles pouvaient être les bonnes pratiques, que ce soit en termes de budget, d'organisation, de management, de customer success, etc. Et toutes les bonnes pratiques dont a parlé Christophe et qui, personnellement, m'ont aussi beaucoup nourri, je dirais, dans la dynamique qu'on a gérée. Et donc, le Club Time to Share Customer Experience, c'est quelque chose qui vise finalement à faire progresser les pairs, à aider à développer son business. C'est très concret, très pragmatique. Et bien sûr aussi à faire bénéficier de nos collaborateurs des synergies, des bonnes pratiques qu'il peut y avoir entre les différentes entreprises qui, par définition, sont non concurrentes. Et c'est un des aspects importants, effectivement, qui permet d'aller en profondeur sur certains sujets. Alors, je reviens au projet de transformation. Le projet de transformation, donc, il est né, il a été décidé et acté en 2016. Il a été mis en œuvre rapidement. Et l'idée, c'était qu'on était dans une situation absolument catastrophique, à la fois au plan financier, opérationnel, au plan commercial. La relation client devenait rugueuse, les salariés étaient inquiets. Pour résumer un peu, on a évidemment, je dirais, coché toutes les cases des déclencheurs qu'a pu rappeler, identifier Christophe. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail, évidemment, mais ce qui est frappant, finalement, c'était de voir qu'à ce moment-là, alors qu'il y avait une véritable vision stratégique de la part de la direction de l'entreprise, en fait, on avait perdu un peu le contact avec nos parties prenantes, finalement. Et on est arrivé dans une situation assez catastrophique parce qu'on était un peu peut-être trop omnibulé par un point qu'on voulait atteindre, une vision qu'on pouvait avoir sur les tendances et la manière dont on voulait exercer le métier, et en fait, les besoins réels, tangibles, de nos salariés, de nos clients, de nos parties prenantes, des actionnaires, etc. En tout cas, le fait est qu'on a vécu une véritable métamorphose, en fait. C'est-à-dire qu'on a vraiment changé très, très vite, à la fois l'organisation, la manière d'exercer le métier, la stratégie, même si évidemment, il y a eu des choses assez émergentes en termes de stratégie pour arriver au pivot qu'on a pu faire. Et ce que je voudrais insister peut-être dans ces éléments clés, c'est la vitesse, effectivement, parce que c'est long, la transformation. Mais je pense qu'en même temps, c'est important d'aller assez vite, parce que le point clé, c'est la confiance. Quand on était dans une situation extrêmement difficile, on est avant tout, nous, une entité qui fait de la vente. On est vraiment une entité très commerciale. Et ben, si vous avez des commerciaux qui doutent de la qualité de service qu'on peut apporter à ses clients, de l'adéquation des offres qu'il peut y avoir par rapport à leurs attentes, ou de la manière dont on va pouvoir réaliser les prestations, eh ben, cette perte de confiance, à un moment donné, ça se traduit par une moindre niaque, offensivité, assertivité pour défendre ses marges, en fait, son prix, et on finit par diminuer son prix. Et il y a un cercle vicieux qui se génère. Et puis, les commerciaux se disent le back-office n'est pas à la hauteur. Le back-office dit les commerciaux, ils ne vendent pas cher. Enfin, on voit très, très vite comment le cercle vicieux devient ingérable, quoi. Et donc, la vraie difficulté dans ces conditions-là, ce n'est pas toujours finalement, et
en tout cas pour nous, ça n'a pas forcément été de convaincre le personnel de changer, parce qu'en fait, les opérationnels, les commerciaux, les responsables clientèle, les gens, je dirais, qui sont à la frontière entre l'interne et l'externe, qui sont sur le pont, en général, ça fait des années, des mois, qui voient bien qu'il y a un problème et qui sont eux-mêmes en souffrance depuis longtemps. Le vraie difficulté, c'est dans une transformation, je pense, comment on redonne rapidement de la confiance à la fois aux clients, bien sûr, et aux collaborateurs pour passer d'un cercle un peu vicieux à un cercle vertueux. Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose d'absolument clé, je dirais, dans la transformation qu'on a pu vivre. Et donc, l'optimisme, célébrer les petites victoires, changer le regard qu'on porte sur les équipes, toutes ces choses sont extrêmement importantes. Et c'est pour ça qu'en l'occurrence, on a d'autant peut-être bien fait le truc, c'est qu'on a aussi bénéficié à ce moment-là d'un nouveau DG, en fait, qui jouait son destin, en fait, à travers cette transformation, et qui a su, justement, par son regard et par le collectif qu'il a engagé, faciliter, je dirais, cette reprise de confiance en soi. Si je reviens sur les résultats obtenus, je vous les ai mis par ordre d'arrivée parce que je trouve que c'est assez intéressant. Je pense que les premiers éléments tangibles de la transformation, on les a d'abord eus au niveau du taux de satisfaction client. Et c'est derrière qu'on a commencé à avoir un taux d'engagement supérieur parce que finalement, les gens avaient perdu, les salariés avaient perdu même confiance, je dirais, en partie vis-à-vis de la direction, en fait. Et donc, il y avait un fort désengagement. Et le fait de retrouver confiance à travers les clients, on retrouve confiance aussi en soi et envers la stratégie et la direction. Et ensuite, évidemment, on retrouve un espèce de cercle vertueux. Et là, j'ai des chiffres sur quelques années qui sont vraiment flagrants pour regarder comment il y a une corrélation entre satisfaction client et satisfaction collaborateur. Et puis, évidemment, après, ça facilite le regain de part de marché, la capacité à pivoter, développer de nouvelles offres et finalement sortir du rouge. Fondamentalement, honnêtement, travailler pour perdre de l'argent, c'est horrible. Et en plus, moi, j'avais de la chance et les équipes avaient de la chance qu'on était dans un grand groupe, donc il nous a donné un peu de temps pour nous restructurer, nous transformer, nous redresser, mais c'est vraiment compliqué. Alors, si j'insiste un petit peu de manière un peu impressionniste sur les difficultés, je vous ai parlé de la confiance. Je pense que ce qu'on a essayé de faire aussi, c'est véritablement de mettre en miroir le modèle client et le modèle managérial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de la même manière qu'on a essayé de co-construire de nouveaux parcours clients via, par exemple, le design thinking, on a vraiment essayé de co-construire l'organisation en partant des attentes et des besoins des salariés qui avaient vécu les difficultés, qui savaient très bien finalement, pas forcément ce qu'ils voulaient, mais en tout cas ce qu'ils ne voulaient plus. Et moi, je me souviens très bien que quand au début du pilotage du projet, ça commençait évidemment par une réorganisation. Et ce que me disait mon patron en permanence, c'était de dire, je veux être sûr que cette nouvelle organisation, elle réponde bien aux attentes des collaborateurs et pas des différents membres du comité de direction. On voit très bien comment il peut y avoir des jeux de périmètre, de territoire, etc., de pouvoir. C'est vraiment sa préoccupation en permanence, comme vis-à-vis du client, comme le vouloir créer des parcours clients fluides, c'était vraiment de s'assurer qu'on allait créer une nouvelle organisation qui allait générer de la collaboration, de la polyvalence, de la responsabilité au plus près du terrain. Je parle 10 secondes de la data, il l'a dit un petit peu Christophe, mais évidemment, on a fait beaucoup de choses au niveau digital pour accélérer la digitalisation et on a eu des petits succès dès le début qui ont aidé à redonner de la confiance et de la fierté aux collaborateurs, et c'est très important. Mais véritablement, on voit bien que toute l'architecture, toute la capacité à faire de la data, un véritable levier de création de valeur, ça prend des années parce que ça demande de revoir, effectivement, quand on n'est pas un digital native, toute la manière dont la donnée est collectée, dont elle est structurée, dont on la restitue pour permettre justement d'en tirer le plus de valeur. Et puis, une autre difficulté qu'on a peut-être sous-estimée à l'époque, c'est comment, d'un point de vue culturel, on repasse vraiment à une situation de conquête au niveau commercial, d'assertivité, d'être le temps qu'il faut pour redevenir véritablement offensif sur ce sujet. On a été assez rapide et on pensait que ça serait la même chose au niveau commercial que clientèle. En fait, au niveau clientèle, c'est allé assez vite. Au niveau conquête commerciale, en fait, ça demande vraiment aussi un peu plus de temps, en tout cas.
Voilà ce que je vous propose. Alors, je passais vite sur les facteurs clés de succès. Il y a bien sûr les conditions objectives et subjectives. Je veux dire par là qu'on ne se transforme pas par le plaisir, quoi. Le jour où vraiment on se transforme, où on réduit des emplois, où on change une organisation, où on modifie la manière dont on travaille avec les clients, c'est évidemment parce que il fait froid dehors. C'est-à-dire que vraiment, on n'arrive plus, effectivement, face à la concurrence, à survivre. Mais il faut aussi des conditions subjectives. C'est-à-dire qu'il faut, c'est un peu paradoxal, mais il faut que tout le monde en ait conscience. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que les gens sur le terrain, au niveau opérationnel, c'est les premiers en général qui le mesurent. Malheureusement, ça met un peu de temps pour arriver jusqu'au comité de direction. Et c'est souvent, finalement, le comité de direction qui est le plus tard informé des difficultés, qui va souvent commencer lui-même à réfléchir à la transformation qu'il va mener. Et par contre, ensuite, il va vouloir aller très vite, parce que lui, il aura réfléchi déjà depuis quelques mois à la manière dont il va lancer en fait sa organisation, alors même que les gens opérationnels qui ont pu souffrir d'une situation donnée A, on va leur laisser que quelques jours peut-être pour s'adapter et adhérer à une organisation B. Donc là, il y a vraiment un travail important. Un autre aspect qui me paraît important, c'est chiffrer les enjeux et apports de satisfaction client. On a vraiment pu… ça aide vraiment finalement de faire des liens, et ce n'est pas forcément très compliqué de montrer comment… Donc nous, on a pu assez vite montrer qu'un client dont on avait bien traité les réclamations, je prends cet exemple au hasard évidemment, on a des meilleurs taux de renouvellement que sur des clients pour qui on a moins bien traité la réclamation, ou en tout cas pour lesquels les clients étaient moins satisfaits. On a pu voir que quand on traitait, on avait des meilleures notes de satisfaction client, c'était des clients, ou du moins les clients qu'on perdait étaient souvent des clients qui avaient eu des notes de satisfaction plus faibles et qui avaient des niveaux de marge pour l'entreprise qui étaient supérieurs. Autrement dit, c'était les clients qui nous rapportaient le plus, avec lesquels on n'avait pas été excellents, qui évidemment nous quittaient les premiers. Donc voilà, il y a vraiment des tas de liens, corrélations qui peuvent véritablement aider à motiver et entretenir, je dirais, par des petites victoires et dans la durée, des changements de comportement. Je voudrais revenir sur 2-3 outils pour terminer. La fosse à client, c'est quelque chose qu'on a beaucoup utilisé dans le cadre de la transformation. C'était l'idée qu'en fait, au fur et à mesure où le client avance dans son parcours, on parle souvent de parcours fluide, sans couture, etc., nous, on était dans une situation avec une direction commerciale, une direction clientèle, des front office, des middle office, des back office. Et finalement, à chaque étape, le client est tombé dans une espèce de fosse parce que l'interlocuteur de l'entreprise partait du point A au point B, et puis ensuite il s'arrêtait, et puis il y avait un autre interlocuteur qui partait du point B au point C, etc. Et donc, ce problème de fosse, finalement, ça nous a permis à la fois vraiment de visualiser, de symboliser de manière très concrète ce qu'on ne voulait plus. Et c'est comme ça aussi qu'on a réussi à co-construire avec les salariés très, très rapidement à la fois des nouvelles organisations, mais même des nouveaux métiers. Typiquement, c'est dans ce cadre-là qu'on a créé une fonction chez nous qui s'appelle maintenant responsable parcours client, pour bien montrer qu'il n'y a plus maintenant un front, un middle ou un back, mais une personne qui est responsable de bout en bout du parcours client et de la sélection du client, même si évidemment, il y a des moments donnés, il y a des niveaux 2 avec des experts qui vont intervenir, etc. Mais on est bien responsable de bout en bout de son client qu'on gère dans son portefeuille, au-delà des expertises directes et du quotidien qu'on peut faire. Quelques autres outils sur lesquels je voulais partager. Je reviens 10 secondes sur la notion un peu de ligne parce que finalement, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on était face à des clients qui avaient des besoins de plus en plus variés. Et donc, on était obligé de segmenter, de sous-segmenter. Et quand on est dans une organisation, finalement, où on fait rentrer tout dans une espèce d'entonnoir, et puis ensuite, on génère des goulots d'étranglement, et que le fait de sous-segmenter, finalement, à partir des besoins clients, en allant jusqu'à la satisfaction client et avec des responsabilités très claires, ça génère à la fois de la polyvalence, de l'autonomie, de la confiance, mais aussi une capacité, finalement, d'adaptation qui est beaucoup plus forte. Donc, ça crée une souplesse tout en étant très ferme sur les finalités et sur les standards qu'on peut se fixer en termes de direction d'entreprise, que ce soit en termes de satisfaction client, de qualité, etc. Donc ça, c'est très important et ça a été un vrai élément qui nous a permis de progresser. Et c'est dans ce cadre-là, d'ailleurs, qu'on a créé un baromètre de la qualité de service qui permettait de mettre en regard en permanence la satisfaction perçue et les niveaux d'excellence opérationnelle, de services rendus qu'on se donnait, qui sont évidemment liés à des budgets. On a beaucoup travaillé évidemment sur la transversalité, sur la gouvernance, parce que
Finalement, l'expérience client, c'est l'affaire de tous. Et par exemple, là aussi, pour aller vite dans la transformation, on avait créé un challenge satisfaction client, vous avez vu le jeu de mots, qui permettait notamment d'engager toutes les directions, y compris fonctionnelles, par des indicateurs à relever avec évidemment des primes au fil des progrès. Et typiquement, par exemple, je prends un exemple pour la direction des ressources humaines. Ils avaient des objectifs liés à la satisfaction client qui se traduisaient à travers le fait qu'il fallait limiter au maximum le délai de vacances des responsables clientèle ou des responsables commerciaux, qu'il fallait que les taux de formation annulés soient le plus bas possible, parce que si on annule les formations, c'est autant de professionnalisme en moins pour des professionnels qui, derrière, seront en difficulté pour satisfaire le client, etc. etc. Et puis, je voudrais terminer sur un paradoxe qui avait très bien résumé, je trouve, James Dyson, qui disait, pour susciter l'enchantement client, chercher l'expérience client unique, mémorable, intangible, il faut partir des clients insatisfaits, les véritables besoins, le tangible. Et donc là, je voulais partager avec vous une pyramide qu'on utilise beaucoup. Alors évidemment, elle est un peu rustique, hein, elle est plus finement dans son analyse, mais elle est intéressante, cette pyramide, parce que c'est un peu sur le principe de la pyramide de Maslow. Ça permet à la fois de hiérarchiser les différents besoins et puis de les mettre en regard, soit avec les différents interlocuteurs qu'on a dans l'entreprise, les directeurs, les acheteurs, les utilisateurs, les facturiers. Mais on peut aussi l'adapter, cette pyramide, en fonction de la typologie des clients. On peut l'adapter, nous, c'est ce qu'on fait évidemment, en fonction de la maturité des clients par rapport à la transition énergétique. Et puis, on peut l'adapter aussi en fonction de l'évolution de nos promesses clients ou même de comment, année par année, la hiérarchie, le poids des besoins se transforme. Donc, c'est assez visuel, ça permet de faire du travail en collectif, là encore, et ça permet de partager véritablement ce qui est fondamental finalement pour éviter de se retrouver en phase de transformation. Garder un peu d'avance, c'est bien d'être toujours parfaitement à l'écoute des attentes clients. Voilà, j'étais très rapide, mais le but c'était de vous le partager de manière un peu impressionniste, je dirais, un certain nombre de bonnes pratiques et vécues pour qu'on puisse échanger ensemble et à votre discours. Bien. Merci Alain. Alors, donc, on peut s'orienter, je pense, maintenant vers la partie questions-réponses. Je me tourne vers nos amis de la marque. Ben voilà, l'ami de la marque est ici, mon cher Christophe. Je ne sais pas si vous m'entendez, parce que j'ai l'impression que l'écran a été figé, mais je suis bien là. Et quand on dit qu'il faut écouter effectivement la satisfaction et l'insatisfaction du client, nous, forcément, ça nous parle. Et puis, il y a une question qui a été posée il y a quelques instants par pays dans les questions-réponses, et qui s'adresse à Alain, et qui demande justement comment est mesuré le taux d'engagement collaborateur. Alors, comme on est une grande entreprise, on a un taux d'engagement qui est mesuré par une enquête annuelle tous les ans qui demande un certain nombre de questions à l'ensemble des collaborateurs. Ça permet de se comparer d'ailleurs avec d'autres entités du groupe ou d'autres pays, etc. Mais nous, ça nous paraissait évidemment pas satisfaisant, parce que de la manière qu'on veut écouter le client de manière en continu avec des feedbacks réguliers, on voulait évidemment, et particulièrement dans la phase de transformation, avoir beaucoup plus de feedback. Donc, pour le coup, on a utilisé une application, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, qui s'appelle Zest, qui permettait en fait à un manager d'avoir toutes les semaines un retour du ressentiment des équipes sur est-ce que je me sens bien, est-ce que je ne me sens pas bien, est-ce que ça peut être anonyme éventuellement ou pas, sur j'ai bien aimé ou j'ai pas aimé la réunion d'équipe qu'on a eue, ou c'est un salarié qui est à distance, ça lui permet de dire ça fait longtemps que je n'ai pas vu mon manager, etc. Je suis preneur d'un échange. Voilà, on a vraiment essayé de la même manière qu'on a des flux en continu de feedback des clients sur les ventes, les demandes, etc. On a vraiment essayé de renforcer nettement l'écoute des collaborateurs par cette application et particulièrement pendant la phase de transformation, parce qu'on sait qu'en plus, dans ces moments-là, il y a vraiment des gens qui, effectivement, soit peuvent être super débordés parce que forcément, il y a des emplois qui disparaissent, donc des gens qui sont plus chargés, mais il y a aussi des gens qui se retrouvent en situation difficile et qui ont besoin d'être plus entourés, plus accompagnés, ou qui sont simplement en difficulté par rapport à des changements de SI, etc.
Si je peux me permettre de prolonger Mettez-vous, par cher rapport Christophe. Oh, écoutez, cher Omar, oui. Non, je trouve que cette notion d'engagement, elle est intéressante. Alors, tout à l'heure, moi, je l'avais abordé sous l'angle de l'effort collaborateur, qui, à mon avis, est ce qu'il y a avant la mesure de l'engagement. C'est-à-dire qu'on va d'abord essayer de mesurer si le collaborateur doit ou non faire des efforts pour servir son client. Ça, c'est la première chose. Mais sinon, sur la notion d'engagement, je trouve que le fait de la mesurer de manière régulière par l'outil dont vient de parler Alain, c'est intéressant parce que en fait, un collaborateur, il est jamais complètement engagé ou il est jamais complètement désengagé. Il passe par des phases d'optimisme en termes d'engagement et puis des phases un petit peu plus compliquées. Donc, si on fait la mesure une fois par an et qu'on tombe au mauvais moment, c'est comme la satisfaction client, on va avoir une lecture un peu déformée du véritable film que le client, que le collaborateur et le client d'ailleurs vivent dans leur quotidien. Donc c'est pour ça que être capable de rythmer les choses et de mesurer ça de manière régulière avec des outils après des réunions, etc. Je trouve ça vraiment bien. C'est vraiment bien et puis surtout ça donne là aussi du verbatim. Et quand ça donne du verbatim, c'est du ressenti et le ressenti c'est l'émotion. Et donc ça mobilise et ça sensibilise beaucoup plus le management. Tu peux redonner le nom de l'outil, Alain? Je crois qu'on n'a pas bien entendu. Zest. Zest, mais il y en a peut-être d'autres maintenant, que c'était à l'époque, c'était assez innovant. Maintenant, je pense qu'il y a pas mal d'applications qui existent. Alors, une question de Amel qui me demande si vous avez des cas clients qui ont pu corréler le NPS, un impact positif sur le business. Et si oui, comment? Quel KPI corrélez-vous avec le NPS? Donc, est-ce que voilà, alors ça, c'est l'évaluation... intéressant, oui. J'ai compris la question, Amel, merci. Alors, effectivement, on travaille plus sur l'effort client au quotidien, mais on mesure effectivement le NPS à froid, c'est-à-dire pas lié à un événement client, une vente, une demande, un changement de contrat, etc. Mais on a, par échantillon, en fait, on mesure le NPS sur l'ensemble de nos portefeuilles tous les trimestres. C'est plus difficile à utiliser de manière opérationnelle, mais on a quand même trouvé une bonne pratique qui peut-être vous intéressera. On a chaque fois relié le niveau de NPS avec le niveau de marge qu'embarquaient les clients correspondants. Et en fait, ça nous a permis de segmenter notre portefeuille client en fonction de la marge qu'il générait, valeur client, mais aussi du niveau de satisfaction. Et ça nous a permis de prioriser les clients sur lesquels on pensait qu'en faisant un petit effort pour améliorer leur perception globale de satisfaction client, on allait gagner le plus de marge possible. Et ça, c'est vraiment c'est quelque chose de super important parce que moi, je considère que dans mon job au quotidien, c'est vraiment d'être pertinent dans les actions. C'est-à-dire qu'on peut toujours faire plein d'actions pour améliorer la satisfaction client, mais on sait aussi que toutes les équipes, qu'elles soient opérationnelles, fonctionnelles, sont débordées. Et donc, c'est un peu notre job de trouver les actions qui vont être le plus pertinentes, à la fois en termes de satisfaction client et en termes de rentabilité, puisque la plupart des opérationnels, ils ont des PNL à gérer, ils ont des objectifs de marge et de rentabilité à gérer. Et donc, c'est plus facile de les engager si on leur demande de mettre en place des actions qui vont leur prendre du temps et qui vont se traduire par une facilité pour eux pour atteindre leurs objectifs financiers et commerciaux. Donc, voilà, typiquement un exemple qu'on a fait. Tu as commencé à nous raconter le début de l'histoire, alors en nous disant que justement, il y avait cette volonté de segmenter le marché et d'essayer d'optimiser, d'améliorer justement la satisfaction donc du NPS. J'imagine que vous avez donc entrepris des actions. Est-ce que le NPS a bougé? Et si oui, est-ce que vous avez pu percevoir justement un impact sur le business? Alors, le NPS a bougé très significativement. Hein. On est passé en zone négative à une zone très positive, même si on n'atteint pas les niveaux de 70, 80 des digital natives ou de quelques entreprises dans des secteurs où effectivement on peut atteindre des niveaux extraordinaires. Après, honnêtement, c'est pas un outil, le NPS en soi, c'est pas l'outil qu'on utilise de manière le plus opérationnel pour améliorer la satisfaction client ou nos process au quotidien. C'est plus un indicateur qui nous sert, qui sert d'abord à la direction du groupe à comparer les business units, qui permet à la direction générale d'avoir d'abord un indicateur commun avec les business units sur les différents métiers autour du client. Et ça permet enfin
mais c'est compliqué de se comparer avec les entreprises du secteur. Nous, il se trouve que dans l'énergie, on a la chance d'avoir quelqu'un d'externe qui publie tous les ans auprès des grands comptes privés et publics la satisfaction que les clients ont vis-à-vis de leurs différents fournisseurs. Donc là, c'est un vrai indicateur qui est indépendant et qui est bien sûr beaucoup plus riche, je dirais, sur est-ce que je suis bon ou pas bon. Pour compléter, je dirais que alors le NPS, on peut en parler pendant très longtemps, mais on va essayer de faire court et symbolique. On va dire que c'est un peu comme les sondages politiques, quoi. Le NPS, c'est la photo à un moment donné. C'est un ancien sondeur qui nous dit ça, mais c'est très très bon ça. Ouais, c'est vrai que je suis un ancien sondeur, j'avais oublié. Donc c'est une photo à un instant donné et elle n'est pas forcément le reflet de la situation vers laquelle on va arriver. En revanche, on sait si on est sur le bon chemin ou non. Voilà, ce que je peux dire, en résumé. Okay. Et puis sinon, de manière assez concrète, ce qu'on peut peut-être rajouter aussi, c'est que la caractéristique du NPS, c'est d'être assez volatile. Je pense que parmi les gens qui nous écoutent, tout le monde sait que tout le monde a vu son NPS qui varie dans un sens, dans l'autre sens, et puis il fait ci, il fait ça, machin, et on ne comprend pas, etc., etc. Moi, je fais partie des gens qui pensent, un peu comme Alain, on va le regarder un peu avec un peu de distance, le rapprocher des performances commerciales et financières. Mais dans le quotidien, il faut vraiment travailler sur des choses extrêmement opérationnelles comme la résolution de problèmes, le délai de résolution, la mesure de la satisfaction derrière auprès du client. Et c'est en faisant ce petit chemin tous les jours qu'on arrive finalement au bout du vrai et beau chemin.